Île de Quaj, océan Pacifique. 3 août 2008, 14h34. Stage Bravo's go for flight. T-minus 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Elon, c'est bon, la fusée vient de décoller. Yeah, bravo les gars. On va voir comment elle se comporte. Pour ce 3e lancement de SpaceX, Elon Musk est tout sauf rassuré. Il sait qu'il joue à quitte ou double. Après les 2 précédents échecs, un 3e signerait l'arrêt de mort de SpaceX. La Falcon 1 s'élève majestueuse dans le ciel azuré. Elon Musk peut être tranquillisé. La première partie de la fusée vient de se séparer du corps de l'engin. It's done. Marmonne un Elon qui sent les larmes lui monter aux yeux. Au sol, le personnel de SpaceX explose de joie. La récompense de plusieurs longs mois de travail sur cet îlot isolé au large d'Hawaï est sous leurs yeux. Elon et tous les employés de SpaceX voient en un instant Falcon 1 disparaître dans une gigantesque explosion. Et avec lui, les espoirs de succès de SpaceX. Ici Elon Musk. Je m'adresse à tous les employés de SpaceX. Nous allons faire un 4e essai. Ça va marcher cette fois, ne vous en faites pas. Le directeur financier de SpaceX regarde Elon avec stupéfaction. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Un 4e lancement lui semble d'emblée exclu. Bienvenue dans la trilogie Elon Musk, un des plus atypiques entrepreneurs dont la réussite n'égale que les risques qu'il n'a de cesse de prendre. Dans ce second épisode, je vous emmène avec le créateur de SpaceX, ou comment l'écolier qui lançait des fusées dans la cour de récréation est devenu le premier fournisseur de la NASA. Alors bienvenue sur l'apprenti. L'apprenti c'est quoi ? C'est 30 minutes de bonheur où je vous apprends les histoires et les galères des entrepreneurs sur un format narratif. Je m'appelle Laurent Broye et je suis le Pierre Bellemare de l'entrepreneuriat et ce podcast est produit par Inspire Média. Alors pensez bien aussi, j'ai un Patreon, patreon.com/l'apprenti si vous voulez m'aider pour contribuer au financement de ce podcast. Merci beaucoup. Janvier 2001. Elon vient d'être éjecté de son poste de CEO chez PayPal. Même s'il conseille toujours l'entreprise, il s'ennuie. Mais l'ennui ne dure jamais chez cet hyperactif. Elon se souvient de ses rêves d'enfant, des fusées artisanales qu'il fabriquait avec ses cousins. Là où la plupart d'entre nous balayons nos rêves d'enfant d'un revers de la main, Elon, lui, y voit le germe d'une idée qui va changer le monde. L'espace l'appelle et il va tout mettre en œuvre pour y aller. Première étape, déménager à Los Angeles pour se rapprocher de l'industrie spatiale. Deuxième étape, se faire un réseau et acquérir des connaissances dans un secteur dont il ne connaît rien. Musk adhère très rapidement à la Mars Society, une association de passionnés d'espace. Elon ne connaît rien à l'espace, mais son esprit scientifique et sa soif de connaissances le font vite remarquer dans ce petit milieu. D'ailleurs, presque plus que les $100 000 qu'il apporte à la Mars Society. Et si la Mars Society prévoit d'envoyer des êtres vivants sur Mars, alors la NASA doit avoir un programme extraordinaire. En tout cas, c'est ce que pense Musk. Mais une fois sur le site internet de l'agence spatiale, la déception est à la hauteur de ses attentes. Pas de plan pour aller sur Mars, aucun projet, aucun calendrier. Un vide sidéral qui fait tourner la tête d'Elon. La NASA n'est pas à la hauteur de ses rêves d'enfant. Pour Elon, les choses sont claires, c'est à lui qu'incombe la réalisation de ses rêves. Son plan ? Démontrer que la vie sur Mars est possible. Il compte y envoyer une serre végétalisée et y faire pousser une plante. En attendant, Musk planifie 15 à 20 millions de dollars d'investissement, alors que les spécialistes, pour la plupart, évaluent un lancement autour de 200 millions de dollars. Mais Musk a un plan. Il va acheter
un lanceur dans le pays où tout se vend depuis la fin des années 90, la Russie. Musk sait qu'il a besoin d'un contact pour ce faire. Et très vite, il identifie Jim Cantrell, un expert en armement qui a travaillé pour les USA en Russie. Pour Musk, le profil est parfait. Il reste maintenant à le convaincre. Hey, bonjour, je suis Elon Musk. Je vous appelle, je suis multimillionnaire et je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. Yann, vous vous appelez Yann ? Non, Elon, mais cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que je veux aller sur Mars. Les deux hommes conviennent d'un rendez-vous et Elon parvient à convaincre Jim de partir avec lui en Russie pour acheter une fusée. Négociations sans fin et déjeuners d'affaires s'enchaînent dans les hangars d'Ekati de l'ex-URSS. Toast à la vodka et autres blinis ne masquent pas le mépris des Russes pour ces amateurs américains en mal de sensations. Elon ne veut pas payer le prix demandé par les Russes, trop cher selon lui. Non, mon jeune garçon. La phrase pleine de condescendance résonne encore dans la tête d'Elon quand il remonte dans l'avion avec ses collaborateurs. Cantrell et l'équipe se posent, les verres de whisky tournent. Ça y est, les Russes sont derrière eux. Elon, lui, seul au fond de l'appareil, ne décroche pas de son ordinateur portable. Les gars, je crois que nous pouvons construire cette fusée nous-mêmes. Ah, c'est ça, lui dit Cantrell. Jim, je suis sérieux, regarde donc cette putain de feuille de calcul. Elon se saisit de la tête de Jim et le force à la tourner vers l'écran de son portable sur lequel il tape depuis 1 heure. Cantrell et l'autre collaborateur, Griffin, découvrent le document qui détaille le coût des matières nécessaires pour construire, assembler et lancer une fusée. La lecture est sans appel. Techniquement, il est possible de construire une fusée low cost. Elon, satisfait, tapote de la main une des nombreuses revues techniques qui font son quotidien depuis des mois. Je crois que je sais lire. Maintenant, il nous faut un ingénieur pour construire cette fusée. Au même moment, Tom Muller s'active sur son bébé de 36 kg. Un moteur capable d'une poussée de 6 tonnes. Musk et Muller se rencontrent en janvier 2002. Après quelques échanges techniques, les hommes sont convaincus mutuellement. Alors Muller connaît tous les tenants et les aboutissants de la construction d'une fusée. Pour Elon, ce bricoleur de génie est l'homme de la situation, l'homme qui va l'emmener dans l'espace. Space Exploration Technology, qui deviendra SpaceX évidemment, naît en juin 2002. Musk achète un ancien entrepôt et y installe une douzaine de salariés dont son ingénieur en chef Muller. Elon, en bon entrepreneur, voit alors dans l'espace un endroit comme un autre, c'est-à-dire un marché économique avec des parts à prendre. En regardant le coût d'ailleurs d'envoi d'un satellite dans l'espace, il imagine qu'il peut entrer sur le marché en proposant une offre low cost. Envoyer de petits satellites à des tarifs abordables. Reste qu'il doit tout construire lui-même et partir de zéro, là où ses concurrents s'appuient sur plus de 60 années d'expérience. Et pour ce faire, Elon opère avec les méthodes qu'il a apprises dans la Silicon Valley. Dès le début, et comme Tesla d'ailleurs, il veut que sa société spatiale agisse de manière véloce et agile. Il teste et améliore en permanence, même avec des fusées. Ses concurrents, quant à eux, dépensent des sommes faramineuses, notamment en multipliant les sous-traitants. De son côté, SpaceX conçoit et fabrique 80% de sa fusée en interne. Cassant aussi certains tabous de cette industrie, il va jusqu'à faire travailler ensemble mécaniciens et ingénieurs des plus prestigieuses universités américaines. Muller, l'ingénieur en chef, il est impressionné par sa manière de faire.
Elon élimine réunion après réunion les éléments, les personnes qui ne sont pas dans sa culture de start-up pour ne garder que les meilleurs. Suite à la vente de PayPal à eBay, Elon a désormais les moyens de lancer une fusée dans l'espace et garde néanmoins pour sa mission sur Mars l'esprit sur Terre. Même si son raisonnement reste parfois difficile à suivre par ses équipes. Il fait ainsi repeindre à grands frais son entrepôt alors qu'il refuse un budget supplémentaire à ses ingénieurs pour une turbine. On peut faire moins cher. Voilà ce que leur dit Elon, qui en revanche pense qu'on ne fait jamais assez de communication. C'est ainsi que, sans sourciller, le millionnaire annonce un calendrier qui apparaît pour le moins absurde. Il prévoit un premier lancement en novembre 2003, soit 15 mois après la création de SpaceX. En parallèle, Elon mène un autre projet. Son premier fils, Nevada Alexander, naît en mai 2002 et meurt 10 semaines plus tard de la mort subite du nourrisson. Pour Elon, il est hors de question d'en parler. Parler de la souffrance ne sert à rien. Cela vous empêche d'avancer. Et à ce moment-là, il a plus envie que jamais d'aller de l'avant. I think they're doomed. I'm skeptical. Private enterprise will not ever lead a space frontier. Tous les discours défaitistes du monde n'empêchent pas Musk de persévérer. Sans doute parce que le pire pour lui serait de ne rien tenter. L'argent de PayPal et sa détermination lui permettent d'y aller à fond. Ses sous-traitants sont chers et hors délai. Bon, il décide de tout faire seul. La conquête de l'espace demande les meilleurs ingénieurs. Musk appelle personnellement les meilleurs étudiants dans leurs universités pour les recruter. Sans compter qu'il n'hésite pas à débaucher chez ses concurrents comme Boeing. Son job ? Trouver les meilleurs essayeurs de fusées du monde. Il recrute notamment Gwynne Shotwell, ancienne de l'industrie aérospatiale, qui deviendra son bras droit et présidente de SpaceX. Ou encore Mary Beth Brown, son assistante, qui devient une prolongation de lui-même. La méthode Musk ? Un savant équilibre entre ultra-compétence, ingéniosité extrême et exigence délirante. Ainsi, pour installer son site test, il déniche l'endroit idéal au Texas, qu'il rachète à l'armée américaine. 120 hectares de terrain précédemment occupés par Bill. Alors Bill, c'est un millionnaire qui a renoncé à envoyer des fusées dans l'espace en laissant toute une infrastructure dont va se servir SpaceX. Ça tombe bien pour Musk, qui n'a pas le temps d'en construire une. Il tient, et c'est vraiment important pour lui, à respecter son calendrier délirant et met ses équipes sous pression. D'autant plus qu'il a trouvé un premier client. Falcon 1 doit lancer son premier satellite en janvier 2004. Et pour l'instant, même les essais ne sont pas concluants. Elon, ça a encore pété. Nous pourrions mettre en place un autre putain de truc, mais j'ai assez merdé pour aujourd'hui. Hey Tom, d'accord, c'est bon, tout va bien. Calme-toi, on recommencera demain. Quand il raccroche avec Mueller, Elon a les larmes aux yeux. Ce qui ne l'empêche pas de mettre les bouchées doubles pour tenir ses délais. Les équipes sur place travaillent 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Et si l'ambiance est studieuse, l'usine résonne aussi d'une autre musique. 2 fois par semaine, sur le coup des 8 heures du soir, Elon et ses équipes se canardent en groupe sur Counter-Strike ou Quake Arena 3. Évidemment, vous l'avez compris, des jeux vidéo. Même là, sa ruse, son sens de l'anticipation et ses réactions, dignes d'un Terminator, le rendent imbattable. En attendant, Elon cherche à faire un gros coup de pub et fait construire un prototype de fusée qu'il exhibe partout et notamment sur la pelouse de la Federal Aviation Administration en 2003 à Washington. Et donc,
notre Elon de se pavaner dans son prototype devant un aéropage officiel et d'annoncer qu'il projette la construction d'une seconde fusée. Pour Musk, le savoir-faire est aussi important que le faire savoir. Et donc sa nouvelle fusée, la Falcon 5. 5 moteurs, 4 tonnes de charge utile et surtout la capacité de ravitailler la Station spatiale internationale. Et donc, le marché de la NASA vient de s'ouvrir à SpaceX. Enfin, en théorie, parce que dans les faits, on n'en est qu'au test. Et le premier test a lieu en 2005 avec plus d'1 an de retard. Et du retard, il n'en a pas qu'à l'allumage d'ailleurs. « 2005, base militaire de Vandenberg, Californie. Elon Musk et Tom Muller testent la mise à feu de leur première fusée. Well done, Tom. La mise à feu est réussie. Est-ce qu'on a une date de lancement maintenant ? Hélas non, j'ai l'impression que les militaires font traîner. Ils parlent d'ailleurs d'un lancement en 2007. 2007 ? Hors de question. Tom, on laisse tomber Vandenberg et tu me dégotes un autre site de lancement. 2 semaines plus tard, Muller présente à Musk une île de l'océan Pacifique perdue entre Guam et Hawaï. Bienvenue à Kwaj, nouveau site de lancement de SpaceX. Sur place, la situation est loin d'être idyllique. Du jour au lendemain, des équipes spécialisées qui ne se parlent pas doivent fusionner dans une approche pluridisciplinaire. Et d'ailleurs, tout est à faire, couler une dalle de béton, construire des bureaux, et tout cela sous un soleil de plomb et un taux d'humidité qui avoisine les 80%. Imaginez la jungle. Les équipes d'ailleurs de SpaceX font des allers-retours entre la Californie et Kwaj. Entre 2 avions, elles négocient les budgets avec un Elon Musk aux arbitrages parfois étonnants. Ainsi, il refuse de faire paver les 200 mètres entre le hangar et le pas de tir. Aux grandes dames de l'équipe, qui se retrouvent à déplacer la fusée à l'aide de madriers, à l'image de ce que faisaient les ouvriers égyptiens, par exemple, 4000 ans auparavant. En novembre 2005, l'équipe de SpaceX est prête pour son premier lancement. Elon et son frère Kimball se rendent sur place. Lancement avorté. L'oxygène liquide s'échappe dans l'atmosphère. Elon s'impatiente. Le grand jour arrive enfin le 24 mars 2006. La Falcon 1, dressée comme un seul homme, s'élève dans le ciel. 25 secondes plus tard, la fusée explose en plein ciel. Elon prend 5 minutes pour constater la situation, puis s'adresse à son équipe. SpaceX est là pour longtemps, et quoi qu'il arrive, nous allons réussir. Musk est prêt à se battre jusqu'au bout. Retour donc à la case départ. 1 an plus tard, 15 mars 2007, île de Kwaj. Séparation du premier étage, ok. Kestrel pour mise en orbite opérationnelle, ok. Largage tête de Falcon 1, ok. Elon, on l'a fait, elle va se mettre en orbite. Yes, Muller, toi et tes équipes, vous êtes des bons. Mon Dieu, Elon, elle tremble. Oh shit. Elon lâche sa dernière exclamation avant de voir Falcon 1 exploser. Nouvel échec. Derrière les 2 hommes, le directeur financier fait la grimace. Il sait que SpaceX ne peut se permettre qu'un seul nouvel essai. Et encore. Sans compter qu'il a eu vent de la rumeur. En cas d'échec, le ministère de la Défense retire son contrat. Alors que les débris de la fusée retombent sur l'île, Elon fixe à nouveau son regard au-delà de l'horizon. Il ravale ses soucis financiers et sans se préoccuper de la véracité de ses propos, il rassure encore une fois son équipe qu'il ira jusqu'au bout.
En attendant un nouveau lancement, SpaceX brûle $100 000 par jour. Il ne lui reste quasiment plus d'argent. Et d'ailleurs, c'est aussi la fortune d'Elon qui est en train d'être dilapidée. Antonio, je vais te le dire entre quatre yeux. Que ce soit Tesla ou SpaceX, je consacrerai jusqu'à mon dernier dollar à ces entreprises. Si nous devons aller nous installer dans le sous-sol des parents de Justine, nous le ferons. Elon, tu crois vraiment que les parents de Justine t'accueilleront les bras ouverts ? Dans les faits, Elon ne se pose même pas la question. Depuis longtemps, ses relations avec Justine se sont distendues. Le 16 juin 2008, le couple divorce. C'est la fin d'une histoire que Justine résume dans cette formule lapidaire. Nous avons eu du bon temps. Nous nous sommes mariés jeunes. Nous sommes allés aussi loin que nous pouvions. Et à présent, c'est fini. Fin donc de son mariage, problème de trésorerie, surtout sur ces échelles-là. Là où n'importe qui replierait la voilure, Elon, lui, multiplie les projets. Et quand il affirme en public être en mesure de décrocher les contrats de la NASA, les experts ne manquent pas de sourire ouvertement. Alors qu'il a à peine de quoi finir l'année, Musk planifie un 3e vol et lance un nouveau projet. La Falcon 9. Une fusée qui produit le 30 juillet 2008 son petit effet au Texas avec ses 400 tonnes de poussée. 3 jours plus tard, le 2 août 2008, c'est un nouvel essai pour la Falcon 1. Avorté à T-0 secondes. Musk met la pression sur ses équipes. Il veut un nouvel essai le jour même. Peine perdue. La Falcon 1 et sa charge de 170 kg ne survivent pas à la séparation des étages de la fusée. Les premières paroles d'Elon sont pour consoler et encourager ses salariés, ses seconds mots pour rassurer son marché et ses clients. SpaceX dispose d'une autre fusée, prête pour tenter un 4e lancement et un 5e est prévu peu après. J'ai aussi donné le feu vert à la fabrication du vol 6. Parallèlement, le développement de la Falcon 9 va se poursuivre sans ralentissement, je vous le garantis. Dans les faits, la situation est un poil plus complexe. SpaceX peut encore faire un lancement en grattant les fonds de tiroir. Lancement qui a lieu le 28 septembre 2008. Enfin, on peut parler de miracle. Les salariés de SpaceX pleurent et sautent de joie. Imaginez 6 ans d'enfer qui sont enfin derrière eux. SpaceX vient de réussir l'incroyable exploit d'être la première société privée au monde à avoir mis sa fusée en orbite. 6 ans seulement après sa création. Et Elon de conclure cette journée fantastique devant des salariés extatiques. Je me sens plutôt éreinté et j'ai du mal à dire quoi que ce soit, mais les gars, c'est sans aucun doute l'un des plus beaux jours de ma vie. Et je pense que ça l'est aussi pour la plupart des gens ici. Nous avons montré que nous étions capables de le faire. C'est juste le premier pas et il y en aura beaucoup d'autres. Une affirmation démentie par la situation financière catastrophique de SpaceX. SpaceX a bien un contrat avec le gouvernement de Malaisie, mais le lancement et le règlement n'interviennent qu'en 2009. Et 2008 n'est clairement pas la meilleure année pour Musk. Justine l'attaque dans la presse, Tesla et SpaceX font les gros titres des journaux, les articles moquent leur extravagant fondateur et son goût de la démesure. À nouveau, Elon ressent le goût de l'humiliation de son enfance. Son estime de soi est au plus bas, et elle descend encore plus quand il doit emprunter de l'argent à son meilleur ami, ou même quand ses beaux-parents lui proposent d'hypothéquer leur maison pour payer ses dettes. Pourtant, Elon ne dévie pas et continue de chercher des solutions. Fin décembre, il apprend que la NASA s'apprête à lancer un gros contrat d'approvisionnement vers la Station spatiale internationale. Budget ? $1 milliard. Alors il faut dire qu'entre Challenger en 86, rappelez-vous la fusée qui a explosé, et Columbia en 2003, toujours le même problème, le programme américain spatial est à l'amende. Avec 15 morts cumulés sur ces deux catastrophes, la stratégie de l'agence spatiale, la NASA,
un coup dans l'aile, sans compter la et les dérives budgétaires faramineuses des dernières années. Le 23 décembre 2008, Elon Musk reçoit son cadeau de Noël en avance. SpaceX se voit allouer par l'agence spatiale américaine 1,6 milliard de dollars pour réaliser 12 vols vers la Station spatiale internationale. Et ce, alors qu'ils ont réussi à peine un vol pour l'instant, avec quelques tests aussi réussis. Sa stratégie, globalement, a fonctionné. Il rêvait de l'espace, il l'a conquis. Il a compris qu'il s'agissait avant tout d'un marché. Et que pour entrer sur ce marché, il a divisé le coût du kilo envoyé dans l'espace par 5. Imaginez par 5. Russes, Chinois, Européens, tous sont plus chers que lui. Mais seul Elon rêve encore d'aller sur Mars. Enfin, s'il est seul à rêver de Mars, il n'est pas seul à vouloir faire de l'espace une nouvelle terre de conquête pour les hommes. Évidemment, Jeff Bezos et sa société Blue Origin, ou encore Richard Branson avec Virgin Galactic sont de la partie. Même si l'un et l'autre moquent ouvertement l'extravagant Monsieur Musk, peut-être parce qu'ils ont peur de cet homme, un geek capable d'absorber une quantité astronomique d'informations, un multimillionnaire, milliardaire, dont les experts s'accordent pour dire qu'il est le meilleur ingénieur de SpaceX, un leader qui fédère autour de lui une armée d'ingénieurs, un géant dont les visions sont tour à tour extraordinaires et ridicules. Aujourd'hui, l'Elon de SpaceX se voit comme l'entrepreneur de l'espace. Car avec SpaceX, Elon Musk a réussi. SpaceX, c'est aujourd'hui une boîte d'une valeur de 12 milliards de dollars. Chaque mois, un Falcon décolle sans incident. Ses clients payent les coûts les plus bas du marché. En prenant à bras-le-corps la conquête de l'espace, il a aussi rendu fiers tous les Américains. Ses concurrents, ce n'est plus Boeing, mais maintenant, c'est la Chine ou la Russie. Oui, vous l'avez bien entendu, des pays. Désormais, Elon Musk veut augmenter la taille de ses fusées pour transporter plus de personnes, les transporter sur Mars. Car Elon n'a pas renoncé à son rêve d'aller sur Mars. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Je voudrais remercier les contributeurs du Patreon, patreon.com/l'apprenti, Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Mélina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Rigal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiset-Rizzo et Jérémy Abramovski. Merci à tous.